Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10 qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023 et le 14 mai dernier, une femme de 40 ans a été découverte morte à bord de son véhicule accidenté à Gourbert. Au vu des impacts sur le pare-brise et la blessure à la tête de la conductrice, les secours dépêchés sur place ont conclu qu'elle avait été prise pour cible par des tirs. Une version balayée par le procureur de Pointe-à-Pitre qui, lors de la conférence de presse du jour, a révélé de nouveaux éléments d'enquête. Il s'agirait effectivement visiblement d'une pièce métallique qui était contenue dans un airbag défectueux qui aurait effectivement bien transpercé son crâne. Regardez. J'ai déjà pu l'indiquer au niveau des médias, mais en étant très prudent, nous avons malheureusement eu à constater le décès d'une dame de 44 ans à Gourbert dimanche soir, soit le 14 mai. La section de recherche au regard des premiers éléments d'enquête a été saisie par mes soins, la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Et nous avons mené des investigations très rapidement pour essayer de comprendre les circonstances de ce décès. J'ai toujours dit qu'il y avait dans ces circonstances-là beaucoup de questions posées et les actes d'enquête qui ont été menés, et je pense notamment à des questions qui ont été posées auprès de structures spécialisées de la gendarmerie, je pense notamment à l'IRCGN, mais aussi l'autopsie de cette victime qui a été faite ce matin, me permettent aujourd'hui de dire qu'on n'a pas un usage d'armes à feu qui a entraîné le décès de cette personne. C'est une certitude aujourd'hui. On a malheureusement une autre hypothèse de travail qui a pris de l'ampleur au fil des heures de l'enquête. On a une hypothèse de travail comme quoi un projectile interne au véhicule conduit par cette victime a touché cette victime au niveau de la tête. Projectile interne qui, selon les premiers éléments qui m'ont été communiqués et qui sont affinés au fil des heures, pourrait être lié à un airbag défectueux. Un projectile en ferraille a été retrouvé au niveau du crâne de la victime, projectile en ferraille qui manifestement est dans la structure de l'airbag. Les pompiers parlent d'une enquête judiciaire, ce qui m'étonne un peu. Les pompiers ont parlé effectivement très vite, probablement d'ailleurs plus vite que moi. Mais les pompiers ont évoqué une hypothèse criminelle. Il y a un impact sur le pare-brise, mais cet impact, au regard des constatations et des éléments que je connais aujourd'hui dans le cadre de l'enquête en cours, me permettent de dire que cet impact ne résulte pas d'une arme à feu, d'un projectile d'arme à feu. Cet impact peut correspondre, selon quelque chose que l'IRCGN va travailler, avec probablement aussi un expert qui sera requis par mon parquet pour analyser cet événement. Cet impact peut correspondre aussi à un autre projectile de l'airbag qui aurait été de l'intérieur du véhicule vers l'extérieur et qui aurait provoqué ce trou assez impressionnant de mémoire de 3,5 cm. Ce trou impressionnant, mais encore une fois, les services qui ont été les premiers à intervenir, les pompiers que je respecte beaucoup dans leur action, n'ont pas, je le répète, à se mêler d'une action judiciaire et à communiquer des informations qui ne sont pas confirmées par le procureur que je suis ou bien par les services d'enquête. C'est gênant parce que derrière, il y a des familles. Avant de vous recevoir, j'ai reçu la famille de cette malheureuse victime, un compagnon, une fille, et c'est vrai que j'ai pu très facilement prendre conscience que les informations qu'ils ont pu lire dans la presse écrite ou orale n'ont pas été des informations qui leur ont fait du bien. Une interview d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour la pose de la première pierre de l'extension de la prison de Baie-Mahault. L'occasion pour le ministre Dupond-Moretti de féliciter les agents pénitentiaires qui font face à de nombreuses problématiques liées à la surpopulation carcérale. Des honneurs qui s'accompagnent d'une promotion vers la catégorie supérieure pour tous les agents. Cadeau, regardez. J'ai tenu à rendre visite au personnel pénitentiaire ici à Baie-Mahault. D'abord, pour lui témoigner mon soutien. Je leur ai dit, et c'est une réalité, que je suis fier d'être leur ministre. Certains d'entre eux ont été décorés ce matin. Certains d'ailleurs pour des actes de bravoure. C'est vrai que c'est très difficile d'être agent pénitentiaire, que la promiscuité fait que
les tensions et parfois les violences constituent, hélas, le quotidien du personnel pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord souhaité les revaloriser d'un point de vue catégoriel, et c'est un hommage que la République leur devait. Les catégories C sont passées en B et les B vont passer en A. Ça, c'est sur le plan catégoriel. Reste la question évidemment de la surpopulation carcérale, et c'est la raison pour laquelle ici, vous l'avez vu, nous sommes venus lancer la construction d'une extension qui a vocation à recevoir 300 détenus, et nous aurons terminé ces travaux en 2026, et l'État s'est engagé ici à hauteur de près de 44 millions d'euros. Voilà la raison, les raisons de ma visite cet après-midi. Je suis très fier d'avoir posé ce premier parpaing, et puis on va surveiller ces travaux de près parce qu'ils sont absolument indispensables pour l'administration pénitentiaire, pour BMAO, pour l'ensemble des personnels à qui je veux une fois encore témoigner ici ma gratitude. Ils sont, mesdames et messieurs, la troisième force de sécurité de ce pays. Et il faut impérieusement que l'on améliore les conditions de détention des détenus, conditions de détention plus dignes, mais également qu'on améliore les conditions de travail des personnels pénitentiaires, l'un, bien sûr, n'allant pas sans l'autre. Et en parlant de détenus, Loïc Chelnico, connu sous le nom de Lillo, arrêté depuis 16 mois aujourd'hui dans le dossier dit des grands frères, eh bien, n'avait jamais fait porter sa voix dans la presse et témoignait ainsi d'une forme de confiance en l'institution judiciaire. Eh bien, son avocat, maître Hector Cerf, nous a fait parvenir effectivement un communiqué de presse qui précise que cette confiance envers l'institution judiciaire a été balayée par le rejet de la demande de mise en liberté qu'il a déposé le 28 avril dernier, en dépit du principe de présomption d'innocence et sans que les magistrats n'aient sérieusement cherché à identifier les véritables auteurs des infractions dont on l'accuse de s'être rendu complice. Il est aujourd'hui manifeste que nous assistons donc à la judiciarisation d'un mouvement populaire et in fine de la pensée politique de Lillo et de celle d'une part grandissante de la population qui à l'évidence est en souffrance. Dans ce communiqué, il précise donc qu'il n'y a nul complot, nul chef de gang et nulle tentative d'extorsion. Nous n'avons pas eu de vent de cela non plus. Et pourtant, l'écrou de Loïc Chelnico, inconnu de la justice jusqu'alors, est indéfectiblement maintenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, à des milliers de kilomètres de la Guadeloupe. Une mobilisation sera organisée demain matin à partir de 9h devant le tribunal de Fort-de-France. Et parlons maintenant des tout-petits de l'association 1, 2, 3 qui était en visite dans les locaux de Canal 10 Télévision. L'occasion pour les enfants et parents qui font l'école à la maison de découvrir les métiers de l'audiovisuel. Regardez. Bonjour. 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 Rentrez les enfants, rentrez. Ok. C'est bon, tout le monde est là ? Oui. Je représente là plusieurs parents qui sont de l'association 1, 2, 3 Soleil, qui est une association de parents qui font l'école à domicile pour leurs enfants. On appelle ça l'instruction en famille. Et là, on se retrouve régulièrement pour faire des sorties. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de visiter les studios de Canal 10. Merci beaucoup pour votre accueil. Je crois que c'est les opportunités comme ça qui créent des petites vocations. Et on a tous envie d'éveiller la curiosité de nos enfants sur les métiers de demain, leur métier peut-être un jour. Donc c'était important, voilà. Par ici, là, c'est la réalisation. Et c'est là où on prépare, où on réalise les émissions. Alors on peut changer les différents plans qu'on a là, par ici, là. On peut les changer, on peut les éloigner, on peut les rapprocher avec la petite table. La petite table qu'on a par ici. On suit les programmes de l'éducation nationale. On est contrôlé, chaque famille est contrôlée tous les ans pour vérifier que les enfants suivent les acquis. Mais après, chaque famille a un peu son profil. Il y a un peu autant de raisons de faire l'école à la maison que d'enfants. Ça peut être beaucoup d'explications, de raisons tenant à l'école, tenant à l'enfant, tenant à la famille, au mode de vie. Donc l'essentiel, c'est que chaque enfant puisse avancer sur les compétences qui sont demandées après plus tard, pour qu'il ne soit pas en retard le jour où il retrouve le cursus normal. Voilà. Donc on s'organise vraiment, chaque famille fait comme elle veut. En fonction de son profil et de ses possibilités aussi, en termes d'horaire, de quantité, voilà.
Mais en tout cas, on suit les programmes, on est obligé. Voilà. Ça va bientôt faire 3 ans que je fais l'école en famille. Voilà. Et alors, comment ça se passe l'école à la maison? Bah, ça se passe très bien, très bien. Bon là, en ce moment, je suis dans les révisions pour le brevet, puisque je suis en 3e. Et ça se passe bien. Alors personnellement, je suis avec les cours PI. C'est ma première année avec eux et ça se passe plutôt bien. Je trouve que le programme est très bien expliqué, assez simplifié et c'est très bien. Je suis arrivé à un stade où j'arrive à travailler en autonomie, parce que ça fait maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé à être habitué à travailler tout seul. Mais auparavant, je travaillais avec ma mère. Et généralement même, lorsque j'ai du mal à comprendre quelque chose, je vais vers ma mère pour lui demander de m'expliquer de façon simple. Et la visite d'aujourd'hui, ça t'a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Et puis ça m'a appris pas mal de choses. En plus, je voulais me diriger vers l'audiovisuel. Donc le simple fait de faire ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et les producteurs de fruits et légumes, notamment au sein de l'Iguaflore, lancent le label Mossotella. Pour y adhérer, les agriculteurs s'engagent à produire localement, garantir une sécurité sanitaire avec des analyses de sol, assurer la traçabilité des produits et signer un engagement en acceptant des audits et contrôles réguliers. Regardez. L'idée vraiment, c'est rassurer notre population à l'heure où on se pose plein de questions sur les pesticides. Mossotella, c'est vraiment les prémices pour dire aux consommateurs, voilà, vous mangez un produit Mossotella, c'est un produit qui est garanti sans pesticides. C'est très important, la valorisation des produits issus de notre agriculture, des produits avec une forte traçabilité. C'est essentiel pour nous. Ce sont nos produits, ce sont les produits que nous mettons en avant, ce sont les produits que réclament les consommateurs, nos clients. Donc c'est très important pour nous. Cette marque arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que nos consommateurs, ils sont dans l'attente effectivement d'avoir des produits qui leur garantissent un certain nombre de choses. Quoi? Bien entendu, les problèmes sanitaires, les problèmes de traçabilité, de sécurité alimentaire. Et donc, nous voulons aujourd'hui permettre à nos consommateurs de pouvoir faire leur achat de fruits et légumes en toute quiétude et avec un risque zéro. Et donc, l'idée de cette marque, c'est bien effectivement d'avoir le plus grand nombre d'agriculteurs qui soient autour de cette marque pour porter cette marque avec effectivement un cahier des charges qui permettent de rassurer nos consommateurs sur beaucoup de points, particulièrement celui des produits phytosanitaires et en particulier la chlordécone, mais aussi, pas que ça, d'être aussi un gage de qualité en matière de traçabilité et aussi de différenciation de notre production sur notre territoire. L'idée, c'est de valoriser la production locale, de valoriser la production qui est suivie, qui est tracée, qui est de qualité. On a des produits de grande qualité. Le label Mossotella va les mettre en avant, va permettre à chacun de les retrouver facilement. Ceci, c'est surtout pour rassurer notre population sur la production qu'elle va consommer. Comme je vous dis, on parle de chlordécone. Aujourd'hui, les gens sont inquiets quand ils vont acheter des tubercules. Nous, on garantit aujourd'hui le fait d'acheter un tubercule, l'analyse de sol est faite, la déclaration de surface, on peut assurer que le consommateur, que cette production ait lieu sur un terrain sain. La manière de travailler ne va pas changer strictement, mais par contre, cette marque va nous permettre de rassembler un plus grand nombre pour aller vers des certifications de qualité. Et ces certifications de qualité, effectivement, elles engendrent des changements dans les pratiques. Et c'est ces pratiques, effectivement, qui sont des solutions qui permettent de répondre à un produit au final qui soit de qualité et qui respecte une sécurité alimentaire. On enchaîne avec la clôture des journées japonaises qui sont dédiées aux risques sismiques et l'objectif reste inchangé, se préparer au mieux à la survenue d'une catastrophe majeure. Regardez. C'est une conférence qui vient clôturer 2 journées qui ont été dédiées au risque tellurique, le risque sismique et le risque volcanique. L'objectif de cette conférence, c'est d'y inviter des personnes qui veulent en savoir plus sur le risque sismique et connaître les bons réflexes. Avec notre association, l'objectif est de mettre en place un maillage citoyen d'opérateurs drones sur l'ensemble de la Guadeloupe et
de la Caraïbe afin de pouvoir apporter un point de vue circonstancié dans un très court laps de temps après un événement majeur. Donc dans le cadre du séisme, si effectivement il y a des risques associés donc ça peut être un risque de tsunami, ça peut être des risques de chute de bâtiments, d'objets, d'enclavement de personnes, de chute d'arbres. Les télépilotes peuvent être mobilisés par le CODIS de manière à apporter un point de vue extrêmement rapide, aérien, sur l'ensemble du territoire, des actions qui pourraient être nécessaires à mener. Journée japonaise en référence à ce qui s'était passé au Japon il y a quelques années, qui a été riche d'enseignements. Et nous, ici, étant sur une terre où nous sommes sur des failles, donc avec un risque sismique élevé, nous avons souhaité conserver ce nom, mais bien sûr en l'adaptant au territoire et en faisant en sorte que chacun puisse connaître les bons réflexes. Nous, on a parlé très récemment du guide de construction parasismique pour les maisons individuelles, le CPMI. Mais la FPS a contribué à la rédaction de ce guide. Donc c'est une association qui est composée d'experts dans tous les domaines, ingénieurs, sismologie, géotechniciens, architectes et tous des domaines en rapport avec le parasismique. Et notre travail, c'est de travailler sur les connaissances scientifiques et techniques pour améliorer l'amélioration de la prévention parasismique en connaissant le risque et la prévention en faisant des guides pour les constructions parasismiques. Le risque, il faut s'y préparer. Ce n'est pas lorsqu'il est là qu'il faut se poser la question ce qui doit être fait. Donc nous sommes passés hier dans des écoles. Nous avons eu également des interventions dans des communes qui sont jumelées en cas de risque sismique. L'objectif, c'est de rappeler des choses élémentaires, faciles, qui seront d'usage le moment venu. Le plus tard sera bien sûr le mieux, mais je crois qu'il est important que toute la population soit sensibilisée à ce risque, qui est un risque important en Guadeloupe, je le rappelle. Et d'ailleurs, hier, on parlait de la nécessité peut-être de créer un réseau local, un réseau intranet qui pourrait nous permettre justement de communiquer en cas de catastrophe et si les infrastructures de télécommunication sont grandement impactées. Mais je crois que ça, c'est pas trop dans les programmes pour l'instant. Et la ville de Trois-Rivières et le conseil départemental signent un contrat pays. La collectivité majeure s'engage à accompagner la municipalité sur des projets tels que l'embellissement du bourg, la création d'un espace multisport ou encore le chantier d'insertion de la villa pastorale. Le reste en images. Nous sommes déjà très satisfaits. Alors ce matin, nous avons eu cette séance de travail s'agissant du contrat pays et actuellement, nous poursuivons la visite sur le terrain dans les quartiers de Trois-Rivières, les zones dans lesquelles effectivement des projets sont en cours ou seront proposés très prochainement. Et c'est la raison pour laquelle, avec les élus, tous ceux et toutes celles qui ont pu nous accompagner, nous sommes avec le président Guy Losbar et ses équipes pour pouvoir regarder concrètement le développement et l'évolution des zones sur Trois-Rivières. Très grande satisfaction puisque c'est le 9e contrat pays que nous signons et nous l'avons vu en mairie, nous avons présenté les différents projets qui seront accompagnés par le département, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire dans le domaine touristique, effectivement, dans le domaine sportif. Et là, nous sommes sur le site qui va accueillir le mémorial de la dissidence. Et ce que nous voudrons, c'est donner tout notre accompagnement à la ville, puisqu'on connaît la volonté du département pour la mise en place d'une politique mémorielle au niveau de la Guadeloupe. Les axes, nous l'avons déjà dit, donc vous avez l'embellissement du bourg de Trois-Rivières, vous avez un espace multisport, vous avez une salle de dojo, nous avons l'accompagnement du chantier d'insertion. Le département est en globalité et en approche globale sur notre territoire. Il le démontre concrètement et il l'a concrétisé ce matin par le contrat pays. Je pense qu'il y a toute une stratégie touristique à mettre en place sur le côté amérindien et faire en sorte que un touriste, quand il vient, même s'il a envie de visiter un certain nombre de sites, que Trois-Rivières soit un passage obligé. Au-delà du fait d'aller au CEP, mais que et je pense que vous avez les atouts pour ça. Et c'est la coordination, il y a toute une stratégie à mettre en place et faire en sorte que, comme les gosiers, des haies, que Trois-Rivières devienne un haut lieu touristique. Et afin de mieux choisir leur activité sportive, les petits bourgeois ont participé au Timatin
Timoun Sibou. Regardez. C'est un concept pour permettre aux enfants de moins de 2 ans et demi, 3 ans à 6 ans à découvrir les activités sportives qui sont offertes sur le territoire de Petit-Bourg. Pas que sportives, puisqu'il y a le chant, il y a aussi l'anglais, il y a d'autres activités qui sont dévolues pour ces petits. C'est pour faire connaître, pour sensibiliser les enfants lorsqu'ils veulent faire une activité, lorsqu'ils seront en âge de rentrer dans une activité, qu'ils ont déjà un petit peu touché à tout ce qu'il y avait, puisqu'ils avaient la possibilité de tourner chaque semaine, chaque week-end, ils avaient la possibilité de prendre une activité. Et pour les inscriptions, lorsqu'ils seront en âge, ils sauront qu'est-ce qu'ils voudront faire plus tard. Nous sommes sur le territoire de Petit-Bourg, donc il est normal pour nous et important d'accompagner la ville lorsque nous sommes sollicités sur ce type de manifestation. En plus, nous accueillons les enfants à partir de l'âge de 3 ans, donc ce qui nous permet tout de suite de rentrer dans une stratégie, rentrer dans la collaboration des 3 ans. Donc à partir de ça, oui, il est tout à fait normal d'œuvrer au complexe Gaël Monfils, puisque nous sommes là-bas et à la disposition de la ville, quoi. Alors nous avons eu du tennis, du vélo, du VTT, de la gymnastique, j'ai oublié, il y a eu de l'anglais. Nous sommes quand même à la 7e édition de cette manifestation et chaque fois que nous avons demandé aux associations sportives, aux clubs sportifs de venir pour participer à cette manifestation, ils ont répondu massivement oui. Donc la ville a tenu à les remercier au-delà de ça, puisque c'est quand même du temps. Ça leur permet aussi d'avoir aussi un peu plus d'adhérents. Aussi, c'est une façon de se faire connaître pour ceux qui débutent et ceux qui sont déjà là, d'avoir d'autres adhérents. Donc on a tenu à les remercier d'avoir participé à cette manifestation pour les enfants de Petit-Bourg. C'est pour qu'elle découvre plusieurs activités qu'elle ne fait pas forcément au quotidien, donc une espèce d'initiation. Moi, j'étais venue pour la lecture animée, le Broca, et du coup ce matin c'était que lecture animée et autre chose, et donc c'était très bien. On a pu faire des séances plus courtes, mais elle a pu toucher à 4 activités d'une, et du coup le judo auquel j'aurais jamais pensé, elle pense qu'elle va sûrement faire l'année prochaine, donc c'était pas mal, c'était vraiment pas mal le format. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, à savoir que la femme d'une quarantaine d'années qui avait été découverte morte à bord de son véhicule à Gourbert n'a pas été victime de tirs par arme à feu. Il semblerait, selon les premiers éléments d'enquête, que l'impact sur le pare-brise et la blessure au crâne ait été infligée par un objet métallique qui était sans doute contenu dans un airbag défectueux. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Pas de JT demain, c'est férié. On se retrouve donc vendredi. Bisous tout le monde.